Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Cardano français. J'espère que vous allez bien et que votre fin de semaine... Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Cardano français. J'espère que vous allez bien et que votre semaine se termine en beauté. Alors, aujourd'hui, on parle de la revue mensuelle de Cardano, de tout ce qui s'est passé dans le dernier mois. On a eu des nouvelles par rapport justement à Google, Alonso, les contrats intelligents, Marlowe, le convertisseur de RC20, plein d'informations que je vais détailler les points importants lors de cette vidéo. Mais avant de commencer, je voudrais voir un petit peu le graphique de Bitcoin pour voir un peu comment va l'écosystème, le graphique de Cardano et voir ce qui s'en vient également avec vous. Et par la suite, je continuerai dans le fond au niveau des différentes nouvelles de la revue mensuelle de Cardano. Alors, si vous aimez toujours le contenu de mes vidéos, n'oubliez pas de smasher bien fort le bouton like, abonnez-vous à la chaîne YouTube et partagez l'épisode avec le plus de monde possible. Alors, sans plus tarder, on commence avec le graphique de Bitcoin. Alors, comme on peut le voir actuellement, Bitcoin est en train de reprendre tranquillement des forces après la chute drastique qu'on a eue donc dans les dernières semaines. Et je vous dirais, c'est le meilleur moment pour accumuler du Bitcoin parce que certaines personnes pensent qu'on va sûrement aller retester les zones de 25 000 $ ou 20 000 $, ce qui pour moi ne risque pas d'arriver. On ne sait jamais, on peut toujours avoir des ordres d'achat parce qu'il faut toujours être préparé aux deux scénarios, bien évidemment. Mais je pense qu'on est en train, encore une fois, de reprendre des forces pour repartir à la hausse, surtout après les nouvelles qu'on a eues par rapport à la SEC qui est en train d'analyser justement les différentes applications des différents ETF qu'ils ont reçus pour des fonds d'investissement en Bitcoin sur le marché américain. Donc, c'est très important et c'est une nouvelle qui risque de faire repartir Bitcoin à la hausse parce qu'actuellement, les choses ne vont pas bien. Et comme je vous le disais, Bitcoin est en train de panser ses plaies pour repartir à la hausse plus tard. Donc, je ne pense pas qu'on va avoir une baisse drastique parce que justement, on a des bonnes nouvelles qui s'annoncent et qui arrivent. Et il faut savoir que la personne qui va prendre cette décision-là, c'est une personne justement, c'est un ancien professeur de MIT qui donnait des cours sur Bitcoin, la blockchain et les contrats intelligents. Donc, c'est une personne qui a beaucoup de connaissances au niveau de l'écosystème des crypto-monnaies. Et donc, on peut s'attendre à de bonnes nouvelles dans les prochains jours, les prochaines semaines par rapport à Bitcoin, ce qui va faire en sorte qu'encore une fois, Bitcoin va repartir à la hausse et les différentes résistances qu'on a là, dépendamment de la nouvelle qu'on va avoir, ça va être comme passer un couteau dans le beurre. Donc, on va passer les différentes résistances sans problème pour aller chercher justement un nouveau all-time high. Même si on arrive à une certaine résistance qui est plus difficile, ce sera juste une autre zone d'accumulation, puis on va repartir à la hausse. Et pourquoi je dis ça encore une fois? Parce que j'ai pris le temps d'analyser encore une fois ce qui s'est passé en 2017. La semaine dernière, je vais vous présenter un graphique mentionnant qu'on était à la moitié à peu près du bull run et que le meilleur restait à venir. Et quand j'analyse dans le fond ce qui s'est passé en 2017, on voit que notamment en mars et je vais vous montrer un peu plus tard en 2017, on a vu donc un premier all-time high et juste après, il n'y avait pas une grosse différence entre les deux all-time high. Donc ici, la différence est d'à peu près de 200 $. Par la suite, on a eu justement la chute et cette chute-là était justement a précédé une grosse hausse et le all-time high qui a suivi était beaucoup plus important que ce qu'on a vu ici. Donc, une hausse de 200 $ à peu près versus une hausse de plusieurs centaines de dollars. Et encore une fois, le même élément s'est reproduit encore une fois. Ici, lorsqu'on voit justement un all-time high à 2400 $ qui était un très bon prix à l'époque, mais par la suite, on a eu un autre all-time high à 3000 $. Donc, la différence de 500 $ n'est pas extraordinaire. Et encore une fois, suite à ça, on a une chute
Et la chute a précédé, encore une fois, une montée beaucoup plus exponentielle que la petite montée de 500 dollars qu'on a eue ici. Donc, c'est pour ça que je dis que suite à une chute, suite à une correction qui est quand même importante, Bitcoin a besoin justement de reprendre des forces, de panser ses plaies pour repartir de plus haut lorsqu'il va y avoir lorsque le momentum va revenir. Et c'est ce que je suis en train de... Et c'est ce qui se produit, c'est ce que je trouve que c'est ce qui se produit actuellement, parce qu'on a eu une première hausse, une deuxième hausse qui n'est pas vraiment importante en termes de all-time high, en termes de différence de all-time high. Et là, ça s'est reproduit même 3 fois. Donc, une première, une deuxième. Et la différence entre les deux hausses est juste une centaine de dollars, à peu près une centaine de dollars. Par la suite, on a eu justement ce crash. Et encore une fois, lorsqu'on va repartir, eh bien, le prochain all-time high risque d'être beaucoup plus haut, voire peut-être 2 fois plus haut que justement le bas qu'on a eu et l'ancien all-time high. Donc, on était à 60 000 dollars. Donc, on peut imaginer dans le fond que lorsque ça va repartir à la hausse, atteindre 100 000 dollars, peut-être même au mois de juillet ou au mois d'août. On va voir parce qu'encore une fois, l'été est un petit peu tricky pour Bitcoin. C'est pas la période où justement il y a la plus grosse croissance. Mais les différents bull runs se ressemblent, mais ne sont pas identiques. Donc, personnellement, à l'heure actuelle, je vous dirais que c'est une bonne zone pour accumuler du Bitcoin. Il n'y a pas trop de choses qui se passent dans l'écosystème, donc c'est important justement de faire un petit peu comme la cigale et la fourmi. Pendant que les autres font autre chose, ben nous devons accumuler les cryptos qu'on aime et qu'on trouve important d'accumuler dans cette zone justement de récupération. Au niveau de Cardano, par exemple, c'est un petit peu différent parce que, comme je le disais, une fois que Bitcoin va repartir à la hausse, de manière générale, les altcoins commencent à descendre. Donc, Bitcoin est en train de bien se maintenir par rapport justement à la correction qu'on a eue. Le dernier all-time high était à 2,46. Puis actuellement, on est à 1,56. Donc, je trouve que la récupération est bien meilleure que d'autres altcoins comme Ethereum, justement. Ethereum, la différence entre le all-time high et sa situation actuelle il y a une moins bonne résistance que EDA. Donc, c'est très encourageant. Cependant, étant donné que Bitcoin qui va repartir à la hausse, l'intérêt va être au niveau de Bitcoin et dans ce temps-là, les altcoins commencent à descendre. Personnellement, je verrais peut-être Cardano redescendre aux alentours de 1,30 et peut-être 1,20. Donc, avoir des chutes et dans le fond une récupération directe. Mais si vous voulez accumuler et profiter de ces chutes qui ne vont pas durer très très longtemps, parce que il y a beaucoup, encore une fois, de nouvelles qui arrivent au niveau de Cardano, il faut préparer les ordres d'achat à des endroits stratégiques. Donc, 1,40, 1,20, 1,30, peu importe. Si vous voulez acheter, n'attendez pas que ça tombe et que ça remonte. Placez vos ordres d'avance parce que c'est comme ça que vous allez avoir le plus de gains possible. Et encore une fois, si vous êtes intéressé, il y a toujours la formation de crypto-formation au niveau du trading de notre ami Paul, qui était sur la chaîne il y a quelques semaines. Cette formation va vous permettre justement de prévoir à l'avance les différentes baisses, les différentes chutes, les différentes corrections et d'acheter au bon moment. Donc, si vous voulez être un trader, c'est une formation pour vous. Mais si vous voulez être si vous voulez anticiper le marché, que ce soit Cardano, que ce soit d'autres crypto-monnaies, c'est important également d'avoir des notions au niveau du trading pour voir les tendances et placer vos achats au bon endroit pour accumuler les cryptos que vous aimez. Alors, vous avez toujours une réduction si vous utilisez le mot podcast Cardano 10. C'est dans la description. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à suivre la formation de crypto-formation au niveau du trading. Alors, ce qui était le plus attendu, évidemment, dans cette revue mensuelle, c'était le développement de Gaugen, la sortie des contrats intelligents, avec la phase Alonso. Donc, où est-ce qu'on était dans les différentes phases? On nous a présenté différentes couleurs, différentes étapes, différentes roadmaps et tout ça.
mais je voulais vous expliquer dans le fond comment fonctionne un projet de développement informatique. Il y a différentes phases à respecter et c'est ce que Cardano est en train de faire et je pense que ça va être beaucoup plus clair que si je vous parle des différentes couleurs qui nous ont été énoncées hier. Donc, lorsqu'on commence un projet en informatique, on a différents environnements, différents carrés de sable. Il y a l'environnement développeur, là où les développeurs vont justement développer une application, développer un système, développer différentes fonctionnalités. Et lorsque les développeurs sont satisfaits de leur travail, on passe dans un autre environnement, dans un autre carré de sable. Et c'est le carré de sable, justement, Friends and Family, où les pionniers sont en train de tester le différent code Plutus pour créer des contrats intelligents. Dans cet environnement-là, ils font énormément de tests. Ils sont en train de tester leur application, donc de développer leur application, et que ce soit des DEX, que ce soit des oracles, que ce soit des stablecoins. Ils sont dans ce carré de sable-là et ils font des tests, ils développent des affaires. Et lorsqu'il y a un problème, on revient dans l'environnement précédent, l'environnement des développeurs, pour que les développeurs puissent corriger les différentes erreurs et ramener le code mis à jour dans le carré de sable où il y a les Friends and Family. Ce sont des environnements qui sont plus difficiles à setuper, donc c'est pour ça qu'on ne veut pas que tout le monde aille tester les différentes applications ou tester le code dans ce carré de sable-là. Mais une fois que le code est beaucoup plus stable, une fois que les développeurs et les Friends and Family sont satisfaits dans le fond, du code, de l'environnement, à ce moment-là, on passe à un autre environnement, un autre carré de sable, où là, on invite beaucoup plus de personnes. Donc, c'est l'environnement utilisateur finaux. Donc, c'est un environnement qui est beaucoup plus stable, beaucoup plus proche de la réalité. C'est un environnement dans lequel on peut avoir différentes métriques qui seront des métriques beaucoup plus proches de ce qui va se passer sur le mainnet. Dans cet environnement-là, c'est là qu'on va inviter beaucoup d'autres personnes, ce sera ouvert à tous et tout le monde pourra justement tester les différentes applications. La configuration de l'environnement est beaucoup plus facile également, donc c'est là qu'on peut tester et si on trouve des erreurs, on revient 2 steps en arrière dans l'environnement de développement, les développeurs font leurs corrections et après ça, ramènent dans le fond le code au niveau de Friends and Family, on teste un petit peu et par la suite, on revient dans l'environnement utilisateur où là, tout le monde peut développer et retester les différentes corrections. Par la suite, on a encore un carré de sable qui est optionnel, facultatif. C'est le carré de sable ou c'est l'environnement de formation. Donc, c'est un environnement où lorsqu'on veut faire des formations ou lorsqu'il y aura de la documentation de Cardano pour pouvoir former les autres développeurs à Plutus ou à Scale ou tout autre. Ils auront cet environnement justement de formation où ils pourront tester rapidement ce qu'ils auront appris des différentes formations qui seront en ligne ou dans la documentation. Donc, c'est un environnement, encore une fois, qui est très proche de la réalité, qui est très facile à setuper et où on peut faire rapidement quelques tests sans avoir la difficulté de l'environnement Friends and Families. Donc, on a cet environnement qui est facultatif, c'est pas tout le monde qui l'utilise, mais dans un projet informatique, on peut avoir justement cette formation-là, cet environnement-là pour donner rapidement des formations par rapport à un système ou une application. Donc, une fois que qu'on est passé à travers ces différentes phases-là, ces différents carrés de sable ou ces différents environnements, on est prêt à aller en production. Et lorsqu'on veut aller en production, c'est là que justement, on a le Hard-Fork Combinator qui va activer dans le fond la sortie de Google sur le mainnet. Et d'ici à ce Hard-Fork Combinator, eh bien, les différents exchanges, les différents wallets, les différentes compagnies qui veulent sortir des applications de DeFi, de Liquid Finance et tout ça, eux vont avoir déjà testé leurs applications dans l'environnement des utilisateurs finaux et seront prêts justement à intégrer le code de Google qui va être mis en production lorsque le hard fork va se passer. Donc actuellement, tout est toujours sous contrôle. L'activation de Google devrait toujours se passer au mois d'août. Mais on va continuer à suivre le développement pour s'assurer qu'il n'y a pas d'impact ou il n'y a pas de bugs qui vont nous ramener et qui vont nous causer des délais. C'est toujours la crainte qui peut arriver dans un développement informatique. Mais je vous dirais qu'avec l'historique qu'on a eu avec la sortie de Shelly
où tout s'est passé comme prévu, je suis pas mal sûr que Cardano, pour la sortie de Google et des contrats intelligents, qui est une sortie très, très, très attendue par la communauté de Cardano et l'écosystème de la blockchain, je suis pas mal sûr que tout va se passer dans les délais. Donc, c'est pour ça qu'en tant qu'investisseur, il faut accumuler les ADA maintenant et pas attendre qu'on s'approche de la sortie de Google pour pouvoir faire vos achats. D'ici là, le prix de Cardano aura doublé, triplé peut-être. Donc, ce n'est pas un conseil financier, mais c'est de savoir quand est-ce qu'il est mieux d'acheter vos ADA et c'est peut-être maintenant le meilleur moment. Alors, il a également été question de Marlowe. Marlowe qui est ce DSL, donc ce Domain Specific Language, qui permet justement de créer des contrats intelligents financiers. Et je pourrais vous dire qu'il y a eu une grosse amélioration par rapport à la première présentation qu'on a eue de Marlowe en 2018. C'était au Plutus Fest, c'était au mois de décembre 2018. Et au départ, Marlowe était beaucoup moins joli que ce qu'on voit actuellement. On voit qu'on a plusieurs exemples de contrats intelligents et c'est juste une partie de ce qui nous a été présenté hier. Hier, on a eu une vraie démo, dans le fond, une vraie démo avec une vraie interface, avec l'utilisation d'un contrat intelligent où on ne voyait même pas le contrat intelligent. Donc, c'était du plug and play directement, mais pour les personnes qui vont être intéressées à développer des contrats intelligents, à utiliser Marlowe, il va y avoir également une formation qui va être donnée dans les prochaines semaines pour que vous puissiez justement, tout comme le Plutus Pioneer, il va y avoir également le Marlowe Pioneer où vous allez pouvoir savoir et programmer des contrats intelligents avec Marlowe. Et ça va être très intéressant. Donc, on voit actuellement que le contrat intelligent est là et tout ce qu'il faut faire, dans le fond, c'est changer les différentes personnes, changer les différents paramètres pour que ça corresponde à votre cas d'utilisation. Il y a encore une intégration. Personnellement, je trouve qu'il y a encore une intégration qui doit être faite parce que en tant que troisième génération de blockchain, c'est ce que je mentionnais à un utilisateur sur le groupe Telegram Cardano francophone. C'est bien d'avoir une application et c'est bien de développer des choses dans le monde de la crypto. Seulement pour que ce soit utilisé par monsieur et madame tout le monde ou pour des entreprises, il faut qu'il y ait une facilité d'avoir un pont, un bridge, une interopérabilité entre le monde de la crypto et le monde financier ou le monde traditionnel. Donc, actuellement, c'est peut-être pas Cardano également, c'est peut-être pas IOHK qui doit amener justement ce pont, mais ça va être important dans le fond de développer rapidement cela par la communauté ou par Cardano pour qu'il y ait une adoption de ce langage de programmation Marlowe qui se base justement sur des contrats financiers, une structure de contrats financiers qui a été développée par Actus, le groupe Actus. Donc, c'est du très, très beau travail. C'est également ce que j'utilise énormément pour faire mes présentations, pour faire ma formation sur les contrats intelligents. Je me base sur Marlowe pour donner des exemples et pour pour démontrer dans le fond un contrat traditionnel et ce que ça veut dire dans un contrat qui est développé avec Marlowe. Donc, je vais probablement participer à cette corde qui va pouvoir comprendre comment Marlowe peut être utilisé et comment Marlowe est programmé pour pouvoir par la suite être une référence de Marlowe pour la communauté. Et des langages dédiés comme Marlowe ne sont pas les seuls types de langages. Donc, Marlowe est spécifique pour les contrats intelligents financiers, mais on pourra avoir d'autres langages dédiés ou d'autres DSL pour d'autres secteurs d'activité, comme le secteur du droit, le supply chain ou l'intelligence artificielle. Et c'est ce que SingularityNet est en train d'évaluer avec IOHK. Donc, ça permettrait de justement programmer différentes intelligences artificielles qui feraient des transactions sur la blockchain et qui seraient en mesure de communiquer les uns avec les autres. C'est ce que je vais explorer beaucoup plus dans mon podcast sur SingularityNet ou sur le partenariat entre IOHK et SingularityNet. Mais il y a tellement d'heures dans une journée, je ne suis pas en mesure de vous livrer le contenu que j'aimerais vous livrer. En parlant de partenariat, SingularityNet va être le premier projet développé sur Ethereum qui va être transféré sur Cardano. Avec le convertisseur de ERC20, SingularityNet veut justement transférer une bonne partie de ses tokens sur la blockchain Cardano en utilisant le convertisseur de ERC20.
Et c'était très intéressant de suivre la discussion justement entre la personne de SingularityNet et la personne d'IOHK qui se posait des questions pour savoir comment est-ce que SingularityNet allait gérer son supply, son max supply, comment ils allaient gérer également le fait que des tokens allaient être mintés sur Cardano et minés, dans le fond, sur Ethereum. Donc, ça va être une bonne gestion que le projet doit prendre en considération pour s'assurer qu'il n'y ait pas un dédoublement des coins et qu'il n'y ait pas de vulnérabilité au niveau de la plateforme de SingularityNet. SingularityNet a également demandé à IOHK comment est-ce que IOHK allait gérer les frais de transaction. Parce que lorsqu'on fait une conversion d'une blockchain à une autre, eh bien, il faut payer un frais au niveau de la blockchain de départ et également la blockchain d'origine. Donc, ce qui a été mentionné, c'est que SingularityNet, toutes les personnes qui allaient vouloir déplacer leur token sur la blockchain Cardano, SingularityNet allait couvrir les frais de transaction sur la blockchain Cardano. Donc, si j'ai des tokens SingularityNet sur Ethereum, je dois payer les frais de transaction d'Ethereum, mais je ne vais pas payer les frais de transaction de Cardano. Et lorsque je veux repartir dans l'autre sens, eh bien, il va y avoir des frais de transaction qui vont être nécessaires sur la blockchain Cardano pour pouvoir brûler les tokens qui ont été convertis. Une fois que ces tokens sont brûlés sur la blockchain Cardano, eh bien, ils vont être débloqués sur la blockchain d'Ethereum et il faut également payer des frais de transaction pour débloquer, dans le fond, les tokens qui sont sur la blockchain Ethereum. Donc, c'est une bonne fonctionnalité, mais encore une fois, je pense qu'une fois que les gens auront migré vers Cardano et qu'ils auront eu une belle expérience, surtout avec les frais de transaction qui sont beaucoup plus bas que les frais de transaction sur Ethereum, je ne vois pas personnellement pourquoi les gens voudraient retourner sur Ethereum pour payer des gros frais de transaction et pour avoir une moins bonne sécurité que ce qu'ils ont sur Cardano. Alors, dans la revue mensuelle, on a également parlé de Hydra. Hydra, qui est ce protocole qui va permettre à Cardano d'augmenter le speed, d'augmenter la scalabilité en termes de transactions par seconde, en termes de réseau également, avoir un réseau qui est beaucoup plus performant et être en mesure de faire des grosses transactions, donc de s'assurer que la blockchain ne grossit pas et que ça ne devient pas un problème pour les stake pool opérateurs. Parce qu'actuellement, les blockchains publiques sont limitées physiquement en nombre de transactions et par la taille également des blocs. Donc, il y a un certain nombre de transactions qu'on peut mettre au niveau d'un bloc sur la blockchain et ce bloc n'est pas extensible comme on veut. Donc, Hydra, tout comme Lightning Network, est donc cette deuxième couche qui va être au-dessus de la blockchain Cardano et qui va permettre de faire des transactions soit de pair à pair, soit des transactions gérées par les stake pool opérateurs. Alors, ce qui est important de savoir, c'est que Hydra est important pour grossir l'écosystème et pour l'adoption également de la blockchain Cardano. Parce qu'on va être en mesure de faire beaucoup plus de transactions, d'avoir un plus gros volume de transactions sans congestion sur le réseau. Et Hydra, c'est pas juste un protocole. C'est une variété de protocoles qui vont être développés et qui vont être testés et qui vont être amenés sur le mainnet. On va avoir des transactions ou des protocoles symétriques. Donc, un petit peu comme le Lightning Network, on va avoir un réseau qui va être up, qui va être ouvert, un channel dans le fond, et sur ce channel-là, il va y avoir immensément de transactions qui vont se passer. Mais on veut également avoir un protocole asymétrique. Donc, asymétrique, ce qui permet de faire des transactions, mais que le channel ne soit pas toujours ouvert. Donc, on soit en mesure de faire des transactions off-chain. Et ça va être important pour le déploiement de Cardano en Afrique. Pourquoi? Parce qu'en Afrique, on n'a pas une couverture complète du réseau Internet. Donc, si jamais une personne a un wallet sur un téléphone et qu'il n'a pas accès à Internet, il faut qu'il soit quand même en mesure de faire des transactions offline, donc asymétriques. Et lorsqu'elle retrouve une connexion Internet, à ce moment-là, tout se resynchronise avec la blockchain et il n'y a aucun token qui est perdu entre le moment où la personne était offline et le moment où elle est revenue online. Donc, ça va être très important et c'est un autre protocole qui va permettre, encore une fois, l'adoption de la blockchain Cardano dans les milieux en voie de développement.
Le dernier point important, c'est que Hydra est important parce qu'il va augmenter la vitesse de chacune des transactions tout en diminuant les frais de transaction, ce qui est super important et ce qui est vraiment génial parce qu'encore une fois, c'est le gros bloquant des différentes blockchains qu'on a actuellement. Alors, on a différentes cryptos qui se disent, bon, ben, nous, on est Layer 2 Solution ou nous, on fait X nombre de transactions par seconde. Mais encore une fois, la différence avec Cardano, c'est qu'on part des bases. On part sur comment fonctionne concrètement le Lightning Network de Bitcoin. Et Bitcoin est juste pour le paiement. Donc, une fois que on a réfléchi, qu'on a fait des modèles mathématiques, qu'on a fait de l'analyse par rapport au fonctionnement d'un protocole qui est en fonction actuellement, on est capable de répliquer exactement la même chose, mais de faire quelque chose de plus exponentiel. Parce que Cardano n'est pas juste pour le paiement. Cardano, c'est également l'identité numérique, c'est également le supply chain, c'est également la traçabilité. C'est beaucoup d'autres éléments qui vont permettre, dans le fond, d'utiliser ce protocole Hydra pour augmenter le nombre de transactions, diminuer les frais de transaction et être utilisé dans différents secteurs d'activité où la blockchain peut justement régler différents problèmes. Donc, les différentes blockchains, les différents partenaires ou les différentes entreprises peuvent attendre Ethereum 2.0 qui arrivera probablement en 2025 ou en 2030. On sera à la retraite lorsque Ethereum 2.0 sera actif à 100% avec justement la décentralisation, avec le proof of stake, avec le sharding, où les entreprises vont pouvoir justement se tourner vers Cardano, qui justement aura bâti cette preuve, aura fait ce travail de développer dans différents environnements, tester dans différents environnements et s'assurer qu'une fois qu'on part en production, eh bien que c'est rock solid. Ce n'est pas pour rien que Cardano, justement, parmi ses pionniers et parmi ses collaborateurs, ont des entreprises comme Wolfram, ont des entreprises partout dans le monde et des partenariats avec différentes universités. C'est ce qui donne beaucoup de crédibilité par rapport au projet. Et lorsqu'on voit justement l'écosystème qui grossit, la communauté qui s'implique dans Catalyst, qui s'implique au niveau des cours, au niveau de la documentation également, que ce soit pour les stake pools ou que ce soit pour Plutus, Marlowe et tout ça, eh bien, on voit que Cardano est juste voué à réussir. Bien évidemment, il faut faire la différence entre quelqu'un qui est impliqué au niveau de la communauté et un investisseur. Donc, vous qui me regardez, sachez qu'en tant qu'investisseur, vous devez quand même rester critique, vous devez quand même faire vos propres recherches, vous assurer que votre investissement est entre de bonnes mains dans un projet auquel vous faites confiance. Personnellement, je suis un investisseur et je suis également quelqu'un qui est très impliqué dans la communauté, dans le développement de la blockchain Cardano. Et c'est ce qui me permet justement de passer à travers des corrections, à travers des bains de sang, à travers des pertes parfois de 50% de mes profits. C'est ce qui me permet de passer à travers tout ça avec le sourire. Et c'est ce que je vous souhaite également. Donc, si vous avez encore une fois aimé le contenu de ma vidéo, n'oubliez pas de smasher bien fort le bouton like, abonnez-vous à la chaîne YouTube et partagez l'épisode avec vos proches. Moi, je vous retrouve très prochainement. J'essaie de vous mettre du contenu dès que possible. C'est plus difficile parce que j'ai beaucoup de projets en parallèle, mais je travaille également pour faire grossir la chaîne YouTube et pour vous proposer du contenu intéressant chaque semaine. Alors, je vous retrouve la semaine prochaine. Bonne fin de semaine. Peace.